Aujourd'hui, j'ai le plaisir tout particulier de recevoir un invité dont la trajectoire entre innovation, santé et investissement fait référence dans l'écosystème. Valérie Huot, partner et Head of Venture, Digital Health chez LBO France. Administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. C'est un acteur engagé de la transformation de nos modèles d'innovation. Bonjour Valérie. Ravi d'être avec toi et avec tous tes auditeurs aujourd'hui pour partager mon métier et mon activité quotidienne. Plaisir d'autant plus singulier car Valérie est mon mari depuis de nombreuses années. Mais c'est bien l'investisseur en capital risque, l'insatiable curieux en techno et le visionnaire que je reçois aujourd'hui. Valérie, de ce que j'ai compris de ton métier, c'est d'abord une bonne techno qui est l'essentiel, puis un marché à adresser, enfin des finances qui doivent accompagner ce projet. Et là, c'est ton rôle. Reste la relation humaine, l'aventure entrepreneuriale, les doutes, les heures de travail, parfois le succès. C'est toute une équipée humaine qui constitue la gouvernance. Encore faut-il qu'elle soit au rendez-vous. Donc merci infiniment Valérie de venir nous décoder la manière dont un investisseur peut ou doit influencer, organiser, créer la gouvernance des startups et des entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors commençons par ton parcours et tes convictions et ton rapport finalement personnel à la gouvernance. Quel est-il ? Alors, mon parcours qui m'a amené à faire ce métier, c'est une suite d'événements qui remontent à ma formation initiale. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai travaillé dans le domaine des télécommunications, plutôt satellite. Et à un moment donné de ma formation, je suis passé aux États-Unis, à Stanford, où j'ai découvert, dans les années 96, il y a très longtemps, ce qu'était le capital risque, le venture capital en bon anglais. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que très rapidement, j'atterrirais dans ce monde qui m'avait à l'époque passionné ou intéressé, qui était le capital risque, c'est-à-dire l'alliance entre la techno, mais également la finance et l'humain. Et c'est le côté humain aujourd'hui qui va nous relier au sujet de gouvernance. Je suis rentré en France, j'ai continué à travailler dans l'industrie des télécommunications. Et puis j'ai commencé à migrer en passant au Trésor, où là je me suis occupé pendant plusieurs années de sujets liés au financement des PME, à l'innovation, donc au capital risque, au financement des sociétés. Et j'ai rejoint ensuite la Caisse des dépôts quelques années plus tard pour un métier, quand on a recomposé une équipe qui faisait du fonds de fonds, et donc je suis rentré dans ce métier du capital risque et du private equity par l'angle du fonds de fonds, et très vite dans l'investissement direct en prenant la direction générale d'une société de gestion qui s'appelait à l'époque CDC Innovation. Voilà, ça c'était il y a plus de 20 ans, et donc pendant cette vingtaine d'années, j'ai investi dans plein de sociétés européennes, digital, technologique, et puis depuis la dernière dizaine d'années, dans le domaine très particulier de la santé digitale. Il me semble que la gouvernance au niveau du capital risque, elle est assez spécifique. Et ce serait bien que tu puisses nous la détailler. Il y a, je crois, 3 niveaux de gouvernance. Évidemment, la gouvernance des entreprises dans lesquelles tu investis, la gouvernance du fonds et la gouvernance de la société de gestion. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, tu as raison, Bénédicte. Notre environnement, plus généralement du capital investissement, s'articule à plusieurs niveaux. D'une part, il faut rappeler que l'un des aspects du métier, c'est de lever des fonds tous les 4 ans auprès d'investisseurs, généralement des investisseurs institutionnels, qui nous confient une enveloppe que l'on va investir pendant une durée de 4 à 5 ans. Ces investisseurs donc nous délèguent la décision d'investissement au niveau de la société de gestion. Mais néanmoins, nous leur devons un reporting régulier et en général, nous leur présentons toutes les opportunités d'investissement que nous menons à bien ou que nous arrêtons en cours de route. Donc il y a un premier niveau de gouvernance entre la société de gestion et nos propres investisseurs. Ensuite, il y a le fonctionnement de la société de gestion qui est quelque part réglementé par l'AMF. Et donc, nous avons énormément de procédures d'investissement, de désinvestissement, la lutte anti-blanchiment, la connaissance des souscripteurs. Et donc, ce qui fait que, au sein de la société de gestion, nous avons des comités d'investissement très structurés où les équipes d'investissement présentent les propositions
d'investissement dans des sociétés qui sont ensuite débattues collégialement dans cet organe de comité d'investissement. Puis après, il y a le troisième niveau, effectivement, c'est quand nous investissons, quand nous prenons des participations dans des sociétés sous-jacentes, eh bien, il y a la gouvernance des sociétés avec les dirigeants, les autres actionnaires, des administrateurs indépendants. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler prochainement. Oui. Donc, en fait, si je résume la gouvernance de la société de gestion, c'est une gouvernance, je dirais, classique d'une entreprise, avec une réglementation assez forte liée à l'AMF et au fait que vous soyez accrédité par l'AMF ou enregistré. Exactement. Là, une société de gestion, c'est une PME. Avec et qui est en plus soumise à énormément de réglementations de l'AMF sur le thème de la protection de l'épargnant, de l'anti-blanchiment, etc. Est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer? Combien de fonds vous avez levés et dans combien de structures vous avez investi pendant ces 10 dernières années, par exemple? Oui, bien sûr. Alors peut-être rappeler que LBO France, c'est une plateforme d'investissement qui est active donc en capital risque, l'activité que je gère, mais également dans d'autres métiers du capital investissement, comme le LBO, comme l'immobilier, comme les marchés cotés, et également avec des participations en Afrique et en Italie. LBO France aujourd'hui, c'est environ 150 collaborateurs, 2,5 milliards sous gestion, et dans la partie de capital risque, notamment de santé digitale, sur les 20 dernières années, nous avons dû investir dans entre 40 et 50 sociétés en Europe et nous en avons aujourd'hui une quinzaine en portefeuille. Et alors actuellement, vous êtes dans quel cycle par rapport à des levées de fonds? Alors, comme je le disais tout à l'heure, tous les 4 ans, nous devons relever un fonds, donc revenir vers nos investisseurs pour les convaincre de nous reconfier une nouvelle enveloppe. Alors c'est un travail que l'on va commencer en 2026, puisque le précédent fonds vient de terminer sa période d'investissement. Il nous reste encore quelques propositions, quelques term sheets, comme on dit dans notre langage, d'investissement à mener éventuellement au bout. Mais donc 2026 sera l'occasion de revenir sur le marché et de lever notre troisième millésime de santé digitale. Alors, si on rentre un tout petit peu à l'intérieur de la machine et finalement du rôle de l'administrateur, qu'on va appeler l'investisseur, parce que c'est quand même, je pense, ce terme qui est désigné pour ton métier et ton rôle. Donc, le rôle de l'investisseur dans la gouvernance des entreprises que vous financez, quel est-il? Comment est-ce que tu pourrais le définir finalement? Alors, c'est un vaste sujet. Quand nous investissons dans une société, donc qui est en général une start-up un peu constituée, qui a déjà, on va dire, quelques dizaines de salariés, qui a déjà presque 1 million ou plusieurs millions de chiffres d'affaires, donc qui reste une petite société, mais qui a quand même déjà atteint un certain stade de développement, nous rejoignons une syndication, en tout cas des actionnaires qui sont déjà en partie constitués. L'investisseur que nous sommes, qui est systématiquement au conseil d'administration, doit finalement dissocier son rôle d'administrateur de son rôle d'actionnaire. Et je pense que c'est un sujet assez central dans notre discussion aujourd'hui. Nous ne sommes pas un administrateur indépendant, puisque nous sommes actionnaires directement motivés à la réussite financière de la société. L'organe de gouvernance de la société, le conseil d'administration, appelons-le comme ça, le board, lui, il a un rôle de défense de l'intérêt social de la société. Et donc les administrateurs, finalement, qui sont des êtres humains, ont leurs deux casquettes. Le rôle d'administrateur, mais fondamentalement également le rôle d'actionnaire. Et donc, quand nous rejoignons une société, nous passons beaucoup de temps avec le dirigeant, en amont de l'investissement, pour lui expliquer ce que nous attendons d'une bonne gouvernance. Alors, on y reviendra probablement tout à l'heure, mais c'est un rôle fondamental que d'être en accord avec le dirigeant sur la façon dont nous voulons, en tout cas, mener ou proposer ou diriger la gouvernance de la société pendant notre présence au capital. Alors justement, je suis un investisseur, j'ai une super idée, j'ai une techno magnifique dans le domaine de la santé. Je viens te voir, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas me raconter? Qu'est-ce que tu attends de moi finalement en tant que DG, fondateur d'une boîte?
Alors, le dirigeant, lui, recherche de l'argent, naturellement, pour financer son projet de développement sur les prochaines années. Nous, ce que l'on va dire, c'est que si on investit dans la société, c'est pour accompagner ce développement vers ce qu'on appelle une exit, c'est-à-dire un désinvestissement de l'ensemble des actionnaires de la société. Donc on va, avec le dirigeant, avec l'ensemble des autres actionnaires, l'aider, le conseiller, on y reviendra tout à l'heure, pour que la société se développe, augmente son chiffre d'affaires, pénètre de nouveaux marchés, et pour qu'à la fin, il y ait un changement de contrôle sur 100% du capital. Donc tu es toujours dans l'idée d'un exit à la fin. Absolument. Et c'est pour ça que il faut s'assurer que le dirigeant soit également dans ce même mode de pensée, puisque si c'est pas le cas, et ça peut être des positions très respectables, dans ce cas-là, on n'investira pas, puisque ça veut dire que la photo d'arrivée n'est pas partagée. Donc, quand on investit, c'est qu'on a partagé avec le ou les dirigeants cet objectif que dans 5 ans, 10 ans, parfois plus, eh bien, la société serait capable, au bénéfice des dirigeants, au bénéfice des salariés et au bénéfice des actionnaires, eh bien, de vendre la société et donc de concrétiser une plus-value financière pour tout le monde. Entre le premier contact et le premier board, il se passe combien de temps ? Alors, on est dans le temps long. En capital risque, c'est vraiment le temps long. C'est-à-dire que on voit beaucoup de sociétés. On voit de l'ordre de 200 à 300 sociétés par an. On va en creuser une trentaine. Quand je dis creuser, on va passer quelques dizaines d'heures pour in fine faire entre 2 à 4 investissements par an. Voilà, ça c'est un peu la granulométrie de notre activité. Par ailleurs, on investit très rarement dans des sociétés la première fois qu'on les voit. C'est-à-dire qu'on les voit une fois, on dit non, 2 fois, on dit non, et puis la troisième peut-être la bonne. Tout simplement parce qu'en général, elles sont à des maturités trop amont pour notre stratégie d'investissement. Mais ça veut dire qu'on est capable de les suivre sur plusieurs années. Elles reviennent nous voir tous les 2 ans, puisqu'un tour de financement, ça supporte le fonctionnement de la société pendant 2 ans. Donc, ce sont des sociétés qu'on voit pendant 2 ans, 4 ans, 6 ans, et qu'on est capable de suivre. Puisque ce que l'on nous dit il y a 4 ans, on le garde en mémoire, on le monitore. Et donc, ça nous donne une première vision sur est-ce que la société a été capable de délivrer son plan d'action pendant ces précédentes années. Alors, après l'investissement, le premier board, il est très vite. Le premier board, il est dans le mois qui suit l'investissement. Et le temps long, la dernière partie du temps long, c'est que on est là pour, on va dire, 5 ans, 7 ans, 10 ans. J'ose pas dire la durée pendant laquelle on est dans une de nos sociétés, mais ça doit être un record en France. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là en train de dire, nous, ça fait 5 ans qu'on a investi, tic-tac, on veut sortir. La réalité, c'est qu'on décide pas de sortir. Bien souvent, en capital risque, on se fait racheter. Et la distinction est très importante. Autant en LBO, on peut décider de sortir, on sera valorisé sur un multiple d'EBITDA dans une certaine fourchette. Autant en capital risque, c'est rare de décider on sort. C'est plus souvent quelqu'un qui vient nous voir pour acquérir la société. Et ça, c'est un mode de pensée ou un mode de fonctionnement du board qui est peut-être assez particulier et propre au capital risque. Gouvernance à voix haute, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des transformations qui redéfinissent la gouvernance d'entreprise. Avec cette fois la gouvernance vue d'un actionnaire, celle d'un capital risqueur, Valérie Huot, partner et Head of Venture Digital Health chez LBO France. Administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. Et tout à l'heure, tu disais, comme je suis toujours au board, pourquoi tu dis je suis toujours au board ? Qu'est-ce qui te donne ce droit-là, finalement ? Alors, ça vient de notre philosophie d'investissement. Nous sommes, on va dire, proactifs dans l'accompagnement des dirigeants. Tous les investisseurs n'ont pas cette philosophie-là. Certains sont suiveurs, un petit peu plus lointains, ne souhaitent pas prendre part au conseil d'administration, et d'autres, comme nous, ont cette approche très proactive. Donc la proactivité de l'accompagnement, ça passe naturellement par la présence au sein du conseil d'administration. Pas que, mais
le fait d'être administrateur, le fait de pouvoir partager, je dirais pas au quotidien, mais sur une base très fréquente, les problématiques multiples des dirigeants, eh bien ça, c'est une nécessité pour être pleinement impliqué et conseiller utilement le dirigeant. Qu'est-ce que tu donnes comme limite? Parce que on pourrait avoir quand même peut-être la tentation de devenir soit un co-CEO, soit d'être embarqué dans une gestion de fête. Donc, c'est quoi la limite que tu donnes? Est-ce que tu en as? Alors, c'est un vaste sujet, la gestion de fête. Peut-être qu'il faut rappeler que en capital risque, la plupart des fonds, la plupart des investisseurs restent minoritaires. C'est-à-dire que nous sommes, sauf exception, jamais majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2, 3, voire beaucoup plus fonds d'investissement au capital. Ce qui fait que dans un organe de gouvernance comme un conseil d'administration, il y a plusieurs personnes, plusieurs actionnaires qui, quelque part, diluent le risque de devenir, comme tu le disais, Bénédicte, co-CEO. Ça, c'est une chose importante. Ce qui est différent des situations de LBO, où là, un fonds peut être majoritaire et être plus facilement dans une position de dirigeant de fait. Alors, l'autre chose, c'est que nous ne souhaitons pas être dirigeants. C'est-à-dire que, quelque part, l'administrateur, dans son rôle d'accompagnement, de conseil ou de contrôle, il est en support du dirigeant ou des dirigeants, parce qu'en général, il peut y avoir toute une équipe en face de nous. Et donc la gestion de fête, franchement, j'y ai été assez peu confronté pendant cette vingtaine d'années. On a en face de nous des équipes de direction qui sont fortes, qui sont les éléments clés sur lesquels nous investissons et qui, sauf gros problèmes, sont celles qui sont responsables au quotidien de la gestion de la société. Donc en capital risque, pour répondre à ta question, je crois pas que le problème de gestion de fait soit un vrai problème. Toujours pareil, je suis dirigeant, tu as investi dans ma boîte, tu vas m'appeler tous les combien? Finalement, notre relation, alors tu es à mon board, j'ai bien compris, notre relation, elle va être quotidienne, elle va être hebdomadaire, comment ça va se passer concrètement? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, la proactivité dans l'accompagnement du dirigeant, elle ne se limite pas au conseil d'administration. Et là, encore une fois, tous les fonds d'investissement ont leur philosophie. En ce qui nous concerne, nous, au-delà de la fréquence des conseils d'administration, qui peuvent être souvent sur une base, on va dire, bimensuelle, tous les 2 mois, on appelle, on discute, ou nos dirigeants nous appellent sur une base qui est plus hebdomadaire, voire tous les 2 ou 3 jours, puisqu'en fait, un dirigeant gère des multiples problèmes tout au long de sa journée et tout au long de l'année. Et donc, pour lui, c'est ce qu'on essaie en tout cas de créer. On se veut être une chambre d'écho, une chambre de challenge, avec un téléphone qui est ouvert, je dirais pas 24 heures sur 24, mais assez fréquemment. Surtout que nous investissons dans des sociétés européennes, dans des sociétés qui parfois sortent d'Europe, avec des dirigeants qui sont amenés à se localiser aux États-Unis ou en Asie, et donc avec des problématiques et des horaires où il faut être disponible. Donc, pour reprendre à ta question, au-delà des conseils d'administration, c'est bien un dialogue en bilatéral avec les dirigeants très fréquent, qui est notre quotidien en fait d'accompagnement de la société. Ouais, donc vraiment plus un sparring partner, vraiment très proche du dirigeant, beaucoup plus que ce qu'on a pu entendre. Et ça, c'est finalement parce c'est une start-up qu'on cherche à porter et à développer le plus possible avec un exit à la fin. Et finalement, tu es presque dans le portage de la réflexion et de l'accompagnement du dirigeant sur sa structure. Alors oui, en tout cas ça c'est l'objectif. Et pour revenir peut-être faire un lien avec le thème de notre podcast, ce n'est possible que si la relation se crée avec le dirigeant. Alors j'allais y venir, exactement. Ah oui. Et s'il veut pas? Alors c'est ce que tu fais avant? Pardon, je t'ai coupé, mais comment ça se passe avec lui ou avec elle? Alors il y a un avant effectivement que l'on prépare et il y a un après. Alors avant, on passe beaucoup de temps pour essayer, et tout ça, ce ne sont que des signaux faibles, ce n'est qu'un ensemble d'intuitions. Il faut qu'on s'assure, ou en tout cas qu'on ait la confiance qu'on sera capable de travailler avec lui, qu'on sera capable de lui apporter des conseils, un accompagnement, que lui soit en mesure de le vouloir et de le recevoir. Voilà. Si c'est pas le cas, il vaut mieux pas investir.
Et puis ensuite, après l'investissement, c'est toute une relation que l'on va créer sur des années. Comme je le disais, contrairement aux activités de LBO qui peuvent imaginer faire un aller-retour, ou en tout cas une entrée puis une revente, et puis passer le flambeau à un autre fonds en 4 ans ou en 5 ans, nous sommes en capital risque sur des durées plus longues. Il faut en moyenne 7 à 8 ans pour créer suffisamment de valeur pour que la société puisse trouver un acquéreur avec une certaine plus-value. Généralement, les durées dépassent même 10 ans. Ce qui veut dire que pendant 10 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, on va être quasi au quotidien en relation avec un dirigeant. Donc il faut pour que ça marche, il faut passer beaucoup de temps, et la relation humaine de notre métier sur lequel on n'a peut-être pas encore insisté est fondamentale. Nous devons créer une vraie relation avec le dirigeant. Cette relation, elle se passe et elle se crée dans la durée. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Est-ce que ça peut arriver? Malheureusement, on peut se tromper, on peut finalement rentrer dans les sociétés où, malgré les signaux d'amour initiaux, le dialogue n'existe pas. Il peut y avoir, dans ce cas-là, plusieurs solutions. On peut rester... Alors, la relation peut ne pas marcher avec certains administrateurs, mais avec d'autres. Je rappelle que dans un board, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais la composition du conseil d'administration, elle est clé. On doit y trouver de la complémentarité. Et donc, il peut y avoir des atomes crochus avec certaines personnes et pas avec d'autres. On peut aussi être amené à changer d'interlocuteur, puisqu'en fait, quand on investit, nous, c'est une société de gestion qui investit, c'est pas un homme. Donc, on pourrait se faire remplacer par d'autres membres de notre équipe d'investissement s'il y a un problème personnel, et ça peut arriver. Je l'ai vu, certains fonds ont dû changer de représentant parce que la personnalité de l'administrateur ne matchait pas avec celle du dirigeant. Je dirais qu'en général, quand même, pour rassurer les auditeurs, nous passons tellement de temps en amont pour essayer de se forger une conviction que ça se passera bien, qu'en réalité, ça se passe souvent très bien. Mais c'est quoi tes diligences spécifiques sur l'humain, sur cette relation humaine, au-delà de la partie techno, marché auquel tu dois croire? Comment te forges-tu une conviction sur l'humain que tu as en face de toi? Vaste sujet, et je dirais avec une grande humilité qu'il n'y a que le temps qui nous permet d'apprendre à nous forger ces intuitions qui peuvent être les bonnes. Alors, certes, dans la thèse d'investissement d'un fonds, il va y avoir le marché, le go-to-marché, la propriété intellectuelle, la techno, la concurrence. Tout ça, ce sont des facteurs que l'on peut quantifier, sur lesquels on peut faire des due diligence. Voilà. L'humain est l'un des rares facteurs où on ne peut que se baser sur des signaux faibles et sur des intuitions. Moi, je dirais que ce qui fait un bon investisseur, dans la durée, c'est sa capacité à pouvoir capter suffisamment de signaux faibles et se faire une intuition que la personne qu'il a en face de lui est un dirigeant sain de corps et d'esprit avec lequel il saura travailler. Alors, je ne saurais pas expliquer s'il y a des éléments précis et je pense que surtout ce sont les années d'expérience et l'accumulation de plein d'expériences positives ou négatives qui font que on est sensible aux signaux faibles de la personne que l'on a en face de nous. Et puis peut-être que vous allez en binôme sur les sociétés, sur les sous-jacents. Vous instruisez peut-être jamais une structure seule, avec la gouvernance des comités d'investissement que vous avez finalement. En étant 2 sur chaque dossier, à minima, vous avez des regards complémentaires avec des prismes différents sur les diligences à mener et sur la relation humaine que vous pourriez avoir avec le dirigeant. Alors oui, tu as raison. C'est d'autant plus vrai dans notre cas d'investisseurs en santé digitale que dans notre équipe, nous avons des personnalités très complémentaires. Nous avons des profils qui sont des profils financiers, nous avons des profils comme moi qui sont plutôt des problèmes digitaux, des technologues, et nous avons également des médecins qui sont des investisseurs à part entière dans l'équipe d'investissement. Et nous constituons pour chaque investissement, que ce soit au moment des due diligence, de la phase amont, mais également après, sur toute la période de gestion de l'investissement, des binômes, comme tu l'as bien dit, qui réunissent un médecin et puis une autre personne de l'équipe, qu'elle soit financière ou technologique. Et c'est bien ce binôme de personnes, avec sa complémentarité, ses personnalités différentes, eh bien, qui est capable de
de faciliter ou de gérer la complexité des situations en face des dirigeants. Et c'est une richesse que d'avoir ces 4 yeux au moment enfin, même pendant toute la période de gestion de l'investissement. Comment on devient un médecin investisseur? C'est quoi leur envie par rapport à ça? Alors, on reste médecin d'une part, tout en étant investisseur. Ce sont des médecins, quand je regarde les 2 médecins que l'on a dans l'équipe, ce sont des médecins qui ont eu une pratique hospitalière, qui ont fait de la médecine, et mais qui ont migré à un moment de leur carrière vers l'industrie. Dans l'industrie du medical device, je ne vais pas donner de nom, mais ce sont donc des médecins qui avaient une certaine ouverture ou ont une certaine ouverture à l'industrie qui est un composant quand même essentiel dans le domaine de la santé et qui naturellement sont passés au métier de l'investissement puisqu'ils avaient cette fibre business qui était en parallèle de leur activité médicale. Pour nous, c'est super important parce que avoir un avis sur une société dans le domaine de la digital health, c'est naturellement se faire une idée sur les hommes, sur la techno, mais comme je l'ai déjà dit, beaucoup sur le patient et le parcours patient. On passe beaucoup de temps à comprendre comment la proposition de valeur de la société s'insère dans un parcours. Et si on n'est pas médecin, c'est quelque chose qu'il est très compliqué de percevoir. C'est quand même une science, c'est quand même une discipline qui est très complexe, avec énormément d'indications. Il y a la médecine de ville, il y a le parcours hospitalier, il y a l'industrie pharmaceutique. Et si on n'est pas médecin, on passe à côté de beaucoup de sujets. Et donc là, et je pense que l'un des éléments pour lesquels des sociétés viennent nous voir de temps en temps, eh bien, c'est cette capacité à pouvoir rentrer très fort, très vite, très profondément dans des questions hyper médicales. Comment est-ce que tu formes ces médecins investisseurs au nouveau rôle justement d'investisseur? Alors, tu as raison, il faut les former parce que c'est pas naturel. Et en fait, il y a 2 manières de faire. C'est des formations qui sont données en particulier par France Invest, l'association professionnelle des investisseurs, mais encore plus l'auto-formation. C'est-à-dire que on les prend, enfin l'un des membres de l'équipe les prend sous son aile et pendant 1 an, 2 ans, en les amenant au conseil d'administration avec nous, on leur apprend ce qu'est administrateur au quotidien. Et donc une grosse partie de la formation, c'est nous-mêmes qui la faisons et je peux dire que ça va très très vite en suivant en 2 ans des conseils d'administration multiples et variés en France, à l'étranger, aux États-Unis, sur des sociétés certaines petites, d'autres plus grosses, on apprend beaucoup de la facette, des facettes du métier d'administrateur. Quelle est selon toi la principale erreur de gouvernance que vous avez pu commettre ou que vous pouvez commettre en général? Alors, erreur de gouvernance, on peut peut-être parler d'une mauvaise composition du conseil d'administration. Parce que pour qu'un conseil d'administration, si on utilise ce terme générique, marche, il faut, à mon sens, qu'il y ait une grande complémentarité des profils. Alors, on a le dirigeant ou les fondateurs. Il y a des représentants des fonds d'investissement, ou des fonds d'investissement. Mais ce qui est fondamental également, c'est de faire entrer des gens, je dirais pas de la société civile, mais des gens de l'industrie. Donc, ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelle des administrateurs dits indépendants. Alors, indépendants, en général, quand on dit qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas financièrement intéressés au capital de la société. Nous, on a une position qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on est très en faveur d'avoir 1, 2, voire 3 administrateurs indépendants, mais on veut, nous, surtout qu'ils soient incentivés au succès de la société. Non pas qu'ils soient actionnaires, mais qu'ils aient des titres, des BSPCE, des bons, des stock options. Et cet incentive, cette motivation à la réussite de la société permet d'aligner leurs intérêts sur ceux du dirigeant et ceux des actionnaires. Le rapport, c'est avant tout une connaissance de l'industrie, de la société. Que ça soit sous l'angle clinique, que ça soit sous l'angle réglementaire, que ça soit sous l'angle pur industriel marché. Il y a plusieurs profils en général d'administrateurs indépendants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en faut plusieurs. Et ces personnes sont capables d'apporter un angle différent de par leur expérience en général de seniors ou de vétérans de l'industrie.
Donc, pour revenir à ta question, la composition du board est un sujet très important. Une fois qu'on a convaincu le dirigeant qu'il fallait avoir une gouvernance, le choix des personnes, et notamment des personnalités extérieures, des administrateurs indépendants, est super important. Et tu arrives à en mettre dans chacun de tes conseils des administrateurs indépendants ? Alors c'est un sujet qui est abordé bien avant l'investissement, donc qui est pleinement accepté si on fait l'investissement. Et oui, on le met systématiquement. Dans le pacte d'actionnaires ? Alors dans le pacte d'actionnaires, qui est le document qui réglemente un peu la philosophie de notre gouvernance, on prévoit toujours un certain nombre de personnalités indépendantes à trouver. Et ce qui est important, c'est que ces administrateurs indépendants, ils ne sont pas choisis par nous. Ils sont choisis conjointement par le dirigeant et par nous. Il faut qu'ils fassent l'unanimité et surtout qu'ils ne soient pas imposés par l'investisseur. Dans un autre point, Valérie, je change un peu de sujet. Quand on revenait sur un échec de la gouvernance ou un échec de la relation, j'avais le sentiment que un des premiers échecs aussi, c'était l'attente du DG, des fondateurs, entre ce qu'ils attendaient de la relation avec un investisseur et de ce que tu leur proposais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as souvent vécu avec le côté on veut de l'argent, mais on veut pas rendre des comptes. Je force un peu le trait, mais est-ce que c'est quelque chose qui est quand même un échec que tu as pu avoir dans tes boîtes ? Alors, moi, je dirais, ça peut arriver, mais c'est pas tellement ce qui m'a marqué sur cette dernière vingtaine d'années. Quand on regarde les situations d'échec qu'on a connues, les situations d'échec, elles sont presque toujours venues d'une bisbille entre les fondateurs ou entre les dirigeants. C'est ce qui a fait naître les situations les plus compliquées où deux des dirigeants ou deux des dirigeants ont commencé à ne plus être d'accord. Alors sur quel sujet par exemple ? Alors sur des sujets en général de stratégie, de savoir est-ce qu'on se développe par exemple aux États-Unis, est-ce que on met plus d'investissements dans telle gamme de produits sur laquelle on peut espérer faire du chiffre d'affaires dans 3-4 ans. Et ça peut être des sujets très bêtes comme de la politique salariale. Ces bisbilles, on les perçoit pas tout de suite parce que naturellement les dirigeants vont chercher à les cacher à leur conseil d'administration, à leurs actionnaires. Les signaux faibles apparaissent très vite. Alors on essaie de faire en sorte au maximum que ces divergences soient mises sur la table. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais le libre parler et la transparence, c'est la meilleure manière de résoudre les problèmes. Bien souvent, quand la crise éclate entre des fondateurs, c'est compliqué. Et donc il y a eu des situations dans lesquelles la crise a été totale. Ça s'est transformé en une guerre passionnelle. Les égos sont souvent présents autour d'une table et parfois c'est pas compatible. Et ce sont des situations très compliquées puisqu'à un moment donné, quand nous réalisons qu'il y a un divorce naissant entre les deux dirigeants d'une société, il faut prendre quelque part parti. Quand on a conclu qu'on ne pouvait pas les réconcilier, c'est qui a raison dans l'intérêt de la société. Et là, c'est souvent très compliqué de se forger une position la plus rationnelle possible, surtout si on aboutit au constat que l'un des deux doit partir. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est plus souvent un divorce au sein de l'équipe de direction, des dirigeants qui amènent à des situations compliquées à gérer au sein du conseil d'administration. Gouvernance à voix haute, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des transformations qui redéfinissent la gouvernance d'entreprise. Avec cette fois la gouvernance vue d'un actionnaire, celle d'un capital risqueur, Valérie Huot, partner et Head of Venture Digital Health chez LBO France. Administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. Valérie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on vient chercher LBO France et on vient chercher l'équipe de Valérie Huot de LBO France sur le Venture Capital en santé ? Alors, moi je dirais, nous sommes une équipe qui aujourd'hui, depuis maintenant 10 ans, qui est extrêmement, me semble-t-il, en tout cas pertinente dans notre domaine à nous, qui est un petit domaine dans toute l'industrie du capital risque, qui est la santé digitale. Alors pourquoi sommes-nous pertinents ? C'est que nous n'investissons que dans ce micro-domaine de la santé digitale, dont nous pouvons comprendre
un peu tous les tenants et aboutissants, que ça soit sous l'angle médical avec nos 2 médecins qui sont membres de l'équipe d'investissement, à travers toute notre expérience sur la partie essai clinique, sur la partie réglementaire. On n'est pas, ou la santé n'est pas une industrie comme les autres. Beaucoup de personnes peuvent penser que la santé, ce n'est juste qu'un autre vertical des secteurs économiques. Et non, c'est quelque chose qui est très différent avec, comme la biotech et comme le medical device, une intensité réglementaire, une intensité de clinique qui en fait toute sa spécialité, toute sa spécificité, pardon. Donc je crois qu'aujourd'hui les dirigeants viennent nous voir parce qu'on a une bonne expérience au travers de nos multiples investissements sur 20 ans, de toutes les problématiques que leurs confrères ont pu rencontrer en France, en Europe et aux États-Unis dans tous les aspects auxquels ils sont confrontés. Et le retour d'expérience que nous leur faisons, quand on rentre dans une société au conseil d'administration, le but, c'est bien, dans l'accompagnement qui est le nôtre, de leur faire profiter de tous les succès, de toutes les erreurs de notre société passée. L'idée, c'est de pouvoir ne pas recommencer les erreurs qu'ont eu leurs 10 confrères aux États-Unis, ou leur faire profiter des bonnes pratiques en matière de comment structurer un essai clinique, comment aller chercher une autorisation réglementaire 510K aux États-Unis. Et là, il y a des tas d'exemples auxquels nous avons été confrontés toutes ces années, qui sont autant de recettes pour aller plus vite, avec moins d'erreurs, pour ces nouvelles sociétés. Oui, parce que le marché de la santé est un marché quand même bien spécifique. La France a un système de santé et de financement qui est spécifique. L'Europe est évidemment émorcelée dans tous ces systèmes de santé. Et les US, qui est souvent le plus gros marché pour la santé, a encore une réglementation différente. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes justement en mesure d'accompagner extrêmement précisément les entreprises, et ce serait quoi l'exemple d'une boîte avec laquelle vous avez bien accompagné et vous avez fait un exit satisfaisant de votre côté? Prenons un exemple d'une société que nous avons en portefeuille aujourd'hui, qui est Vandercraft, une société donc française qui développe des exosquelettes de marche pour les personnes qui ont perdu la mobilité des membres inférieurs. C'est une société qui développe un produit qui est assez visible. Ce produit est un produit donc hardware, c'est un device, mais qui intègre énormément de mécatronique, d'informatique, d'intelligence artificielle pour en faire que ça soit un produit qui se vende. Ce produit doit passer au travers d'essais cliniques. Et donc nous avons aidé les dirigeants à définir exactement quels étaient ce qu'on appelle les endpoints, c'est-à-dire les objectifs que l'on voulait obtenir à travers l'essai clinique pour pouvoir passer les autorisations réglementaires, que ce soit au niveau européen avec une obtention de ce qu'on appelle un CE mark, ou bien aux États-Unis avec une obtention d'une autorisation 510K. Et donc très précisément, c'est la relecture des protocoles, des études cliniques, des dossiers réglementaires. Ce sont des dossiers qui sont assez importants et qui font des centaines ou des milliers de pages que l'on relit et sur lesquels on essaie d'apporter notre expertise, parce qu'on en a vu des dizaines et des dizaines au cours de toutes ces années-là. La société Vandercraft en est à son 4e 510K aux États-Unis, et je pense que nous l'avons aidé à bien paramétrer les objectifs de ces études cliniques. D'accord. Et alors du coup, en fait, cette structure, vous l'avez récupérée, Vandercraft, vous avez investi dedans il y a très longtemps? Alors on a investi, effectivement, c'est un investissement un petit peu plus amont que notre stratégie habituelle, puisqu'on a investi, je crois, en tant que premier investisseur institutionnel dans les années, je crois, 2015 ou 2016. D'accord, parce que du coup, votre stratégie de fond, j'en reviens à pourquoi je viendrais vous trouver. Donc j'ai bien compris la santé au niveau France, Europe et États-Unis, les binômes de médecins, mais également, finalement, vous êtes sur des premières levées de fonds pour les entreprises, des
des seeds, du seed, du A, du B, du compartiment. Quel niveau vous prenez en général? Alors, notre stratégie d'investissement, c'est plutôt ce que l'on appelle le later stage, c'est-à-dire ce que l'on appelle des séries B, donc des deuxièmes tours un peu institutionnels. On fait également donc des séries A, et puis très exceptionnellement des dossiers d'early stage, comme ça a été le cas pour Vandercraft. Donc, à ce titre, c'était une exception. La société à l'époque n'avait pas de chiffre d'affaires, elle avait un démonstrateur. Naturellement, pas de clients et puis de grandes ambitions. Mais la plupart de nos dossiers, ce sont des sociétés qui ont développé leur techno, qui ont déjà mis leurs produits sur le marché, qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En général, à ce stade-là, il y a entre 30 et 40 personnes salariées dans la société. Ça, c'est notre thèse d'investissement essentielle. Comment tu fais dans ton board pour naviguer entre finalement une innovation qui doit être quand même assez rapide parce que la concurrence mondiale est là, est très présente. Donc, d'un côté, cette innovation qui doit être rapide. D'un autre côté, une régulation qui est quand même assez lente. Et quelque part, le temps de l'humain, qui est un temps qui n'est pas toujours très rapide. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer ces trois éléments dans ton conseil? Nos sociétés se battent sur une échelle, sur un périmètre mondial. Elles sont françaises, allemandes, anglaises à l'origine, peu importe, mais leur terrain de jeu, c'est un terrain mondial dans lequel il faut surveiller et avoir conscience de la vraie compétition. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nos sociétés, ou en général les dirigeants, passent beaucoup trop de temps sur le produit. Et ce qu'on essaie de leur dire, c'est que certes, le produit, c'est intéressant, mais il faut regarder le marché. Et dans notre domaine d'activité, il faut regarder le patient et le besoin patient. Et donc, on a plein d'exemples, ou j'ai plein d'exemples de sociétés qui ont une super techno ou un super produit pour lequel il n'y a pas de marché, ou il n'y a pas d'accès au marché. Donc le sujet, c'est pas tant de se poser des questions sur l'innovation produit, même si celle-ci, elle est nécessaire. La vraie question qu'on se pose au sein du conseil d'administration, c'est, après qu'on ait trouvé notre marché, naturellement, c'est la première phase, c'est quelle est la manière d'accéder à ce marché? Et tu le disais tout à l'heure, en Europe, il y a 27 pays, il y a 27 systèmes de santé différents, avec donc une scalabilité en Europe qui est très limitée, parce qu'il faut recommencer pays par pays pour obtenir des remboursements. Les systèmes sont différents. Les États-Unis, c'est un marché qui est déjà beaucoup plus intégré, avec une seule autorisation réglementaire, et puis ensuite des payeurs à l'échelle nationale. Et donc, on passe beaucoup de temps avec nos dirigeants pour essayer de bien comprendre quelles sont les priorités en termes de go-to-marché, go-to-market. Il y a effectivement les pays européens qui le servent, il peut peut-être 2 ou 3 pays similaires, et après il y a les pays comme les États-Unis. Et donc, la vraie question, c'est, plutôt que le produit en lui-même et les fonctionnalités qu'il faudrait développer, c'est comment fait-on pour que, avec un coût maîtrisé, parce que tout ça coûte très cher dans le domaine de la santé, on arrive à des objectifs commerciaux, alors cliniques, réglementaires, de remboursement, puis commerciaux, dans un horizon de temps, on va dire, défini. Donc c'est ça vraiment les sujets, c'est plus le go-to-market que les fonctionnalités produits. Oui, un DG amoureux de son produit, c'est souvent ce qu'on apprend en école de commerce. Il faut surtout pas être amoureux de son produit, il faut surtout avoir son marché et être bien capable de l'adresser. Gouvernance à voix haute, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des transformations qui redéfinissent la gouvernance d'entreprise. Avec cette fois la gouvernance vue d'un actionnaire, celle d'un capital risqueur, Valérie Huot, partner et Head of Venture Digital Health chez LBO France. Administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. Quand tu as investi dans une structure, pour un DG, qu'est-ce qui va changer au quotidien? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Alors, au-delà des échanges, j'ai bien compris, des échanges récurrents, réguliers, qu'est-ce que tu vas lui demander en matière de reporting? Alors, quand on investit dans une société, à ce niveau de maturité, en général, on rejoint déjà un ou deux ou des investisseurs qui sont déjà présents.
Donc en général, il y a déjà un début de reporting, un début de structuration que les investisseurs des premiers tours ont réalisé. Nous, ce que nous demandons, c'est d'une part de s'assurer que sa direction financière soit pleinement constituée. Parce qu'il arrive que des fois, eh bien, on soit encore sur des directions financières à temps partiel, externalisées. Et donc, on s'assure que le dirigeant intègre pleinement et structure pleinement sa direction financière pour les 3-4 prochaines années. C'est pas quelque chose qu'il faut reporter à plus tard, il faut le faire très vite. Ensuite, on définit, si tant est que ça soit pas en place, un reporting partagé entre tout le monde. Un reporting qui soit à la fois un reporting opérationnel et utile pour le dirigeant. Il ne s'agit pas de réinventer des tableaux que personne ne lit, mais également utile pour les autres membres du conseil d'administration, en essayant de coller au plus près de ses besoins à lui et de son COMEX. Le meilleur reporting qui soit, c'est pas le reporting pour l'investisseur, c'est le reporting opérationnel du COMEX, dont éventuellement une partie constitue le reporting du board. Mais alors ça, c'est très intéressant parce que c'est justement ce qu'on n'apprend absolument pas à l'école des administrateurs, où on dit qu'il ne faut surtout pas les slides opérationnels, mais des slides justement de hauteur de vue, de vision. On dit d'ailleurs que on doit passer 20% sur le passé, 30% sur le présent, 50% sur l'avenir. C'est pas ce que j'entends avec tes slides de COMEX opérationnel. Alors si, et ça c'est un très bon point, c'est que après dans la tenue des conseils d'administration, on demande nous systématiquement d'envoyer 2 documents. Un document qui est le reporting avec ces chiffres-là et ces slides que les administrateurs doivent lire avant, sur lesquels ils peuvent poser des questions par email, auxquelles les réponses sont apportées avant ou pendant le board, mais qui est considéré comme lu et sur lequel le conseil d'administration ne doit pas passer trop de temps, voire pas de temps du tout. Mais c'est important de comprendre les KPI, les milestones, les paramètres opérationnels pour avoir cette seconde discussion de hauteur de vue. Et donc un deuxième document qui, lui, porte beaucoup plus sur les sujets stratégiques, moins quantifiés, et sur lesquels les conseils d'administration doivent passer le plus de leur temps. Donc, idéalement, c'est 10% sur quelques questions complémentaires sur le reporting et 90% sur les sujets partenariaux, sur les sujets, les opportunités d'acquisition, voilà. Et je pense qu'un board qui fonctionne bien, outre sa composition assumée et réfléchie, c'est le fait d'avoir en temps et en heure ces 2 documents sur lesquels les administrateurs doivent bosser. Un bon administrateur, c'est quelqu'un qui bosse ses dossiers. Donc ça veut dire que qu'en amont, il faut avoir reçu les informations. Il faut avoir reçu les informations, ce qui nécessite un temps de préparation, et les avoir reçues suffisamment en amont du board pour pouvoir les lire, dormir dessus au moins 2 jours, et arriver au conseil d'administration avec des idées à peu près construites sur les propositions ou sur l'exposé du dirigeant. Qu'est-ce qu'un administrateur efficace pour toi ? Alors, un administrateur efficace, peut-être qu'on pourrait dire que il a 3 qualités. La première, c'est une qualité de transparence. Alors, quand je dis transparence, c'est une qualité, je parle d'honnêteté, c'est-à-dire l'honnêteté de dire les choses. Et notamment de dire les choses, alors quand elles vont très bien, car on peut féliciter un dirigeant ou une équipe de direction qui a fait une super présentation. Voilà. Mais le plus important, c'est de dire les choses qui font mal. Les choses qu'il faut changer, qu'il faut améliorer. Et souvent, c'est pas facile de dire ce genre de choses en conseil d'administration. Et donc la transparence, le libre penser ou le fait de dire les choses, c'est une qualité qui est essentielle chez un administrateur, naturellement sans descendre, sans casser l'ego qui est en face de nous. Donc il faut savoir dire les choses de façon constructive et positive. Pendant le conseil ou avant le conseil ? Pendant le conseil. Ça n'empêche pas de dire les choses en parallèle, mais pendant le conseil, il faut savoir, de façon constructive, naturellement, dire les choses jusqu'au bout. La deuxième caractéristique d'un bon administrateur, je dirais, c'est autour de l'accompagnement, c'est-à-dire être un sparring partner, un miroir des positions, des propositions, des recommandations du dirigeant. On peut être d'accord,
partiellement ou totalement, on peut être en désaccord, et donc pouvoir amener des réflexions construites. Il ne s'agit pas de dire non, je suis pas d'accord, ou bien ah non, je l'ai jamais vu, donc je suis pas d'accord. Il s'agit d'amener des réflexions construites, étayées sur la base d'une expérience précise. Ça peut être faire des introductions à des gens très précis, capables d'aider le dirigeant sur un micro-point, mais qui lui permettent Et donc toute cette capacité d'amener un carnet d'adresses, d'amener une expérience, c'est une deuxième caractéristique très importante d'un bon administrateur. On n'est pas là pour faire de la critique négative, on est là pour apporter des éléments tangibles pour que le dirigeant aille plus loin ou aille plus vite. Même pour un administrateur indépendant, ce serait la même qualité cette deuxième même qualité? Absolument, parce que l'administrateur indépendant, il est là pour ouvrir son carnet d'adresses, il est là pour faire partager le board et aux dirigeants ces 30 années de carrière opérationnelle, bien souvent dans la même industrie de la société. Si on prend des administrateurs indépendants, c'est bien pour qu'ils viennent partager leur expérience en termes d'essais cliniques, par exemple, en termes de process réglementaires, ou bien en termes de go-to-market. Si je prends toujours chez Vandercraft, nous sommes en train de compléter le conseil d'administration et nous serons bientôt rejoints par un administrateur indépendant, patron d'une boîte dans le domaine de la réhabilitation, et qui sera capable d'amener toute son expérience internationale en tant que l'un des leaders du domaine. Et donc la troisième qualité d'un administrateur efficace? La troisième qualité, c'est le relationnel. Et là, je reviens au sujet important. L'humain est au cœur de nos discussions de gouvernance. Donc, il faut que les personnes, que les administrateurs indépendants aient des personnalités. Il faut qu'en tout cas que les administrateurs aient un relationnel ou soient capables de construire un relationnel extrêmement riche avec les dirigeants. Et on a pu voir dans des conseils d'administration des erreurs de casting où certains administrateurs indépendants ou certains représentants de fonds d'investissement n'avaient juste pas les qualités humaines pour que le dialogue soit fécond, avec beaucoup trop d'ego ou beaucoup trop de friction ou beaucoup trop de construction, de critiques négatives sans le versant positif. Donc le bon administrateur, qui soit investisseur ou indépendant, il doit être capable de pouvoir articuler cette relation humaine au meilleur niveau. Valérie, on entend souvent que on va investir, les sociétés de gestion qui vont investir, finalement, elles ont le projet de virer le DG ou de virer le fondateur. C'est souvent ça? Alors ça, c'est, je pense, un mythe urbain qui est véhiculé par un certain nombre de personnes. Nous, dans notre activité, je ne l'ai peut-être pas encore assez dit, on investit dans les petites sociétés. Et donc, le point important dans notre décision d'investissement, c'est bien le dirigeant. C'est-à-dire que si on voit une société avec une super techno, un beau marché, un beau potentiel, mais qu'on ne se convainc pas que le dirigeant actuel est la bonne personne qui va mener la société, en tout cas au moins sur les 3, 4, 5 prochaines années, il faut surtout pas faire et passer le chemin. Et reconsidérer un investissement dans 3, 4 ans. Donc quand on investit dans une société, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est qu'on est convaincu que le dirigeant qui est là est la bonne personne, au moins pendant un temps. Et le temps, c'est 4-5 ans. C'est rare qu'une personne soit le bon dirigeant d'une société sur les 20 prochaines années. Il y a des cycles naturels. Donc non, quand on investit dans une société, on n'a pas le projet de changer le dirigeant. À quel moment vous avez senti qu'il fallait le changer? Est-ce que tu as des... Alors, je sais pas si des exemples, non, mais des situations communes où... Voilà, vous avez senti au bout d'un certain temps que il fallait passer la main. Et pourquoi il fallait passer cette main, finalement? Oui, alors ça arrive. Ça arrive. Bien souvent, c'est un sujet qu'on a abordé avec le dirigeant avant l'investissement. Hein, et on lui dit très ouvertement que on perçoit un certain nombre de faiblesses ou de carences dans certains sujets.
Par exemple, si la société est amenée à se développer très fortement sur un marché américain, très probablement, à un moment donné, il va falloir un dirigeant ou un co-dirigeant local américain qui connaissent très très bien le marché. C'est un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Il y a d'autres cas où on arrive sur des sujets, comme je le disais tout à l'heure, de dissension entre dirigeants. Et où on se rend compte que la seule manière d'arriver à apporter une solution pérenne dans le bien de la société et notamment de ses salariés, de ses collaborateurs, c'est d'amener un dirigeant de l'extérieur, nouveau, qui rebâtisse les relations, d'une part avec le conseil d'administration, mais également au sein de la société. Est-ce que tu as eu parfois des fondateurs qui sont restés dans la boîte, qui ont quitté le rôle de dirigeant, qui sont devenus Chief Technical Officer, par exemple, et qui ont accepté d'avoir un DG qui mène leur bébé dans l'aventure. Pour leur compte. Alors oui, alors peut-être juste le fait de dire que le dirigeant de la société n'est pas forcément le fondateur. Ça peut être un fondateur qui soit resté jusque-là, mais ça peut être également quelqu'un qui ait été amené de l'extérieur. Et souvent, peut-être avant même qu'on arrive. Quand on investit dans nos sociétés, comme elles sont déjà à un certain stade de maturité, cette transition a parfois déjà eu lieu. Donc, et ce qui veut dire que les fondateurs historiques ont accepté volontairement de migrer vers une fonction soit de patron commercial, soit de patron de la techno, soit en charge du réglementaire, en fonction de leurs compétences ou de leur affectio societatis. Parfois, nous investissons et le fondateur ou l'un des fondateurs est encore aux manettes et ça peut nous arriver de faire la transition nous-mêmes. Donc cette transition, naturellement, elle se prépare. C'est très compliqué pour un fondateur ou pour un dirigeant à qui d'accepter qu'il n'est plus tout à fait au niveau de ce qu'on attend de lui. Mais bon, on y arrive relativement bien. La plupart du temps, parce que, et là je reviens à ce que je disais, la transparence et le fait de dire les choses est crucial. Alors, parfois, ça se passe effectivement moins bien, mais là, c'est des situations où il y a des carences très fortes qui se répercutent souvent dans des problèmes avec les collaborateurs. Mais bon, c'est des cas qui sont extrêmement mineurs, où là, effectivement, il faut passer par des sujets, par des décisions plus difficiles de transition. Et à ce moment-là, est-ce que tu as quand même toute une discussion avec tes co-investisseurs, avec le conseil d'administration, pour avoir finalement une première réflexion, un espèce de consensus sur le chemin à mener dans finalement ce changement de personnalité qui est quand même très structurante pour la boîte? Les évolutions de gouvernance, c'est pas un sujet de l'investisseur, c'est un sujet du conseil d'administration. Donc ce sujet, il est débattu, traité, soit en conseil, soit dans des réunions ad hoc, mais c'est avant tout un sujet sur lequel on a besoin d'avoir un consensus. C'est généralement une décision qui, in fine, est prise au niveau des actionnaires, donc au niveau de l'Assemblée générale. Et donc, il faut partager une position commune entre les administrateurs indépendants, qui ont leur propre perception, et puis le ou les administrateurs financiers. Et éventuellement, avec les autres administrateurs fondateurs, dans un cas de dissociation des intérêts entre fondateurs. Donc oui, ces discussions, elle n'est jamais facile, mais souvent, quasi systématiquement, on arrive à un constat partagé sur ce que l'on doit faire. Il y a des cas qui sont plus compliqués, où on peut avoir des positions un peu différentes ou des perceptions un peu différentes, et ça peut nous amener de passer, ou on va dire de lancer des audits tiers, donc de demander à des cabinets spécialisés de venir faire un audit. Donc ils arrivent avec une totale neutralité. Et puis pendant 1 mois, pendant 2 mois, ils vont faire leur audit et ensuite ils reviennent vers le conseil d'administration avec leurs préconisations ou leurs recommandations. Et ça, c'est de nature généralement à mettre tout le monde d'accord. Tu as parlé tout à l'heure de comités, finalement, sans les nommer. Tu as beaucoup de comités d'audit ou de comités de nomination et rémunération dans tes conseils ? Alors, systématiquement, ça fait partie peut-être des choses que l'on met en place après notre investissement, si tant est qu'elles ne soient pas déjà existantes. Il y a un comité financier, comité d'audit, quel que soit le titre, un comité des rémunérations,
Et puis, bien souvent, un comité dit stratégique pour tous les sujets, soit de build-up, donc d'acquisition, soit de M&A, parce que toutes les startups, régulièrement, doivent faire face à des propositions de rachat. Donc, ces 3 comités sont nommés. Elles sont staffées, ces comités sont staffés par des administrateurs, en général, 2 administrateurs par comité, c'est largement suffisant. Et ces comités, le but, je le rappelle, c'est de préparer des recommandations pour le conseil d'administration. Donc de passer un certain nombre d'heures pour essayer de bien décortiquer, de bien comprendre les différentes problématiques sur un sujet donné, d'amener une recommandation, et tout ça en échange, en collaboration avec le dirigeant, pour que au niveau du conseil d'administration, on ait un vote et une décision prise sans y passer de nouveau 15 heures avec tout le monde, quoi. Et ça, ces comités, c'est fondamental dans le fait que le board fonctionne bien. Il y a peut-être aussi un rôle qui est important dans cette gouvernance, c'est le président ou la présidente du conseil d'administration. Quel est son rôle finalement dans cette efficacité de gouvernance ? Ah oui, c'est le primus inter pares, comme on dit. Donc c'est le président du conseil d'administration, le chairman en bon anglais. C'est celui qui doit gérer déjà le fonctionnement du conseil. Donc s'assurer que l'ordre du jour corresponde bien aux demandes des autres administrateurs, que l'ordre du jour soit traité en amont par le dirigeant, que les documents arrivent en temps et en heure, et que les discussions se passent bien. C'est celui qui, par ailleurs, peut être le plus proche du dirigeant, ou en tout cas avec lequel il doit avoir un dialogue régulier. Ça ne doit pas être le dirigeant. Ça ne doit pas être un autre cofondateur. Il faut que ça soit un tiers. Et idéalement, il faut que ça soit l'un des administrateurs indépendants. Alors ça peut être temporairement un investisseur financier, mais ça doit être très, très temporaire. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que au bout de 3 mois, 4 mois après avoir nommé un administrateur indépendant, la logique veut que l'un de ceux-ci ou celui-ci prenne la position de chairman. Gouvernance à voix haute, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des transformations qui redéfinissent la gouvernance d'entreprise. Avec cette fois la gouvernance vue d'un actionnaire, celle d'un capital risqueur, Valérie Huot, partner et Head of Venture Digital Health chez LBO France, administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. Quelle est la situation, une situation de gouvernance particulièrement complexe que tu as traversée ? Est-ce que tu peux nous donner Alors, sans donner de nom, naturellement. Mais pendant toutes ces années, on a eu des situations d'échec. On gagne pas à tous les coups, ça se saurait si c'était le cas. Peut-être juste 2 exemples. Je vais commencer par un premier, mais et là on revient systématiquement à des conflits entre. Donc je pense à une société. Voilà, il y avait 2 fondateurs qui étaient tous les 2 co-CEO, co-dirigeants, pour lesquels ça s'est très très bien passé pendant très longtemps. Et puis l'un des 2, en accord avec le conseil d'administration, est parti aux États-Unis pour lancer le marché américain. Et puis progressivement, on a senti qu'il prenait ses distances par rapport à la société. Et forcément, avec 6 heures ou 9 heures de décalage, même avec la meilleure bonne volonté, quand on est plongé dans un écosystème américain, c'est compliqué de garder le lien avec la société mère. Et on a senti, et tout ça c'est des signaux faibles, que finalement le CEO n'était plus exactement sur la même longueur d'onde que son collègue, que son co-CEO. Et puis ça a émergé dans des conseils d'administration sur des divergences qui étaient sensibles. Et puis à un moment donné, on a compris, parce que d'ailleurs certains collaborateurs tiers nous ont fait remarquer, nous ont fait remonter le point, qu'il y avait en fait une vraie guerre entre les deux, une vraie guerre. Et donc cette guerre qui était un peu larvée en conseil d'administration, perceptible mais larvée, était devenue dans le quotidien de la société et des collaborateurs une guerre d'usure insupportable. Donc ça c'était le constat. Ensuite, nous on a dû se faire une idée, lequel avait raison. Est-ce qu'il y en avait un des 2 qui avait raison ? Est-ce que c'était les 2 qui avaient tort ?
Donc, la situation, je vais faire court, a dégénéré, c'est-à-dire que quelque part, les deux fondateurs se sont vraiment mis dans une position d'opposition frontale. Le conseil d'administration, où il y avait des indépendants, et je crois 3 financiers, après avoir bien réfléchi, a pris parti pour l'un des deux. Et donc a été amené à faire partir le premier. Ça s'est poursuivi par un contentieux, comme d'habitude. Et ce contentieux, pour la petite histoire, parce que c'est quand même, ça aboutit quand même à la perte de la société pour tout le monde. Ce contentieux nous a empêchés de faire entrer des investisseurs tiers qui se sont dit, moi je peux pas rentrer dans une société où il y a ce genre de contentieux. Et donc la société, à un moment donné, est arrivée au bout de ses ressources financières. Les investisseurs existants, dont nous-mêmes, étions au bout de ce que l'on pouvait mettre. Et donc malheureusement, on a dû déclarer la cessation de paiement de la société. Et tout le monde a tout perdu. Alors qu'elle avait un marché, alors qu'elle avait une techno, on est sur de l'humain qui ne s'entend pas, de l'ego qui malheureusement prend le lead. Alors que la société avait un produit, un marché, qu'elle était en croissance. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? C'est une bonne question. On a essayé pendant très longtemps, en tout cas de multiples reprises, d'essayer de trouver des transactions pour faire en sorte que chacun y trouve son compte. Ces transactions n'ont jamais été acceptées parce que les uns et les autres avaient des positions très tranchées. Donc c'est difficile de savoir ce que l'on aurait dû faire en fait dans ce cas précis, parce que on a essayé beaucoup de solutions sans réussir à la trouver. Il y avait un deuxième exemple éventuellement? Oui, deuxième exemple d'une autre société, 2 dirigeants. Alors là, c'était un peu différent parce qu'on avait le fondateur historique, actionnaire prépondérant, majoritaire de la société, et puis un co-dirigeant venu de l'extérieur, donc qui était très très peu actionnaire de la société, qui était intéressé, mais qui n'est pas actionnaire prépondérant. Celui qui avait fait la levée de fonds était le second, c'est-à-dire celui qui venait de l'extérieur, avec un relationnel très bon et sur lequel on avait bâti une grande partie de notre thèse d'investissement. 3 mois après l'investissement, le premier actionnaire, le premier dirigeant vient nous voir en disant ça va pas du tout, il faut dégager le second. Alors naturellement, 3 mois après, on tombe des nues. Surtout que ça n'avait pas été perceptible du tout pendant la phase de due diligence. On parle aux deux. Naturellement, on constate que là, la guerre est ouverte et quasiment définitive. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y avait l'un des dirigeants avec lesquels on avait un peu un problème à échanger, qui était comme assez peu ouvert sur le dialogue, qui dénonçait son second, et puis le deuxième qui disait la même chose sur l'autre. Donc là, on a pris le parti de demander à un tiers, un cabinet extérieur, de venir faire un audit qui a duré 2-3 mois. Alors c'est jamais facile de lancer un audit puisque on a un tiers qui arrive dans une situation déjà de crispation passionnelle. Tout le monde sait bien que l'auditeur est là pour essayer de dégager des recommandations, donc forcément le contexte est compliqué. Mais néanmoins, cet auditeur a fait un très bon travail et donc il était capable de revenir vers nous. Il se trouve qu'on était le seul actionnaire financier, donc il n'y en avait pas d'autres, avec un constat et des lignes de force qu'il avait dégagées et qui a abouti à notre décision de soutenir finalement le dirigeant actionnaire fondateur et de faire partir le second. Mais je peux vous dire que 3 mois après l'investissement, c'est très compliqué. Manifestement, la situation réelle existait ou préexistait et nous avait été totalement cachée et bien cachée. Mais alors, comment tu fais dans ces cas-là? Finalement, comment est-ce que tu fais pour te dire les diligences de la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais avoir pour éviter de me retrouver confronté à cette situation-là? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, quid du pacte d'actionnaires? Est-ce que tu peux mettre des choses dedans concernant finalement une espèce de clause de garantie de passif à le relationnel? S'il est complètement mauvais, dans le pacte d'actionnaires, il est écrit quelque chose. Alors, de niveau, effectivement, on se dit, mais la prochaine fois, on fera encore plus attention.
Bon, après y avoir bien réfléchi, je pense que là, on est tombé sur une situation qui était quand même, je dirais pas pathologique, mais elle serait assez compliquée, où finalement, on nous avait quand même sciemment dissimulé la situation réelle entre les dirigeants. Donc, est-ce qu'on aurait pu la discerner? Oui, sûrement, peut-être encore en passant plus de temps, en faisant plus de due diligence, mais quand on veut dissimuler les choses, on les dissimule. Voilà. Le pacte d'actionnaires, il ne décrète pas, il ne définit pas la situation idéale. Il donne simplement des règles dans lesquelles on peut se mouvoir pour faire les choses proprement. Mais c'est en rien, et je le dis très souvent, on passe des heures à le négocier. En réalité, à la fin, il nous donne des règles pour définir les cas où ça se passe mal, mais il n'apporte jamais des solutions. Quels sont les risques? Quels sont les risques que tu vois le plus souvent dans les entreprises dans lesquelles tu investis? Si tu devais faire un univers de risques, ce serait quoi ce sur quoi tu fais attention particulièrement? Alors, on a bien compris l'humain quand même, c'est quand même un point extrêmement important. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type de risque pour toi? Dans une start-up, les risques ils sont multiples, naturellement. L'un des risques pour rester sur la gouvernance, c'est de mal constituer son conseil. Et un des exemples qui est très très fréquent, qu'on constate avant de rentrer dans une société, c'est les effectifs pléthoriques du board. C'est-à-dire un board où il y a déjà eu de multiples actionnaires et où on trouve 7 représentants, voire de multiples observeurs et donc des conseils d'administration avec 12 ou 13 personnes. Donc, c'est inutile de dire que ça fonctionne pas. Un conseil d'administration, c'est 5, maximum 7. 5, c'est très bien. Il faut être un pair pour pouvoir, en cas de désaccord, avoir des majorités. Sinon, on n'y arrive pas. Voilà, donc ça c'est un premier point, c'est d'avoir finalement des phalanstères gaulois dans lesquels il y a l'impossibilité d'avoir la moindre prise de décision. Après les risques ils sont multiples. Je dirais que le risque numéro 1 c'est l'humain, c'est d'arriver à une situation de crise entre les dirigeants. Et ça c'est terrible parce que si on doit, c'est beaucoup de temps passé où on fait pas de business. Et si ça doit aboutir à un changement de dirigeant, à une chasse et au recrutement, on perd au minimum 1 an. Et pendant cette année, les collaborateurs souvent sont laissés à leur, sans direction claire. Pendant ce temps-là, le business avance. On perd du temps en général sur plein de sujets. Donc, le changement de management, nous, on essaie de l'éviter au maximum parce que c'est au moins 12 mois, voire plus, de temps perdu. Donc de cash consommé, parce que nos sociétés ne sont jamais rentables, donc c'est du cash consommé. Et donc quand on doit en arriver là, c'est un échec. Pour une fois, le compte se termine bien. Gouvernance à voix haute, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des transformations qui redéfinissent la gouvernance d'entreprise. Avec cette fois la gouvernance vue d'un actionnaire, celle d'un capital risqueur, Valérie Huot, partner et Head of Venture Digital Health chez LBO France. Administrateur dans de nombreuses entreprises technologiques dans le domaine de la santé. Alors Valérie, quel conseil donnerais-tu à une start-up qui lève des fonds pour la première fois? Alors déjà, de penser très tôt à organiser sa gouvernance. Alors, dans les premières phases de vie de la société, la gouvernance, c'est pas forcément un conseil d'administration. Ça peut être ce qu'on appelle un advisory board ou à minima une personne qui sert d'advisor, de sparring partner, de conseiller, mais ne jamais rester seul. Et donc, plus on structure un début de gouvernance tôt, mieux c'est. Donc, c'est vraiment le premier conseil que j'aimerais donner à un fondateur, un dirigeant. Ensuite, c'est prendre le temps. Prendre le temps de choisir ses investisseurs, ceux qui vont l'accompagner sur les 5, 10, voire plus prochaines années. Donc il faut prendre du temps et ne pas se limiter simplement à la valorisation. Parce que le jeu qu'on peut comprendre chez beaucoup de dirigeants, c'est comment je lève de l'argent en minimisant ma propre dilution, donc en maximisant la valorisation que je vais chercher. Ça, ce sont des jeux qui sont perdants parce qu'il y a toujours des investisseurs qui sont prêts à payer plus cher
parce qu'ils sont obligés d'investir sous la contrainte. Et donc moi, ce que je recommande aux dirigeants, c'est de prendre le temps et d'accepter que la valorisation ou la maximisation de la valorisation ne doit pas être le premier critère dans son choix. Quand tu dis sous la contrainte, tout à l'heure, d'un investisseur, c'est-à-dire qu'il est en fin de cycle d'un fonds, donc il doit absolument investir ? Alors, il peut y avoir ce genre de contraintes, effectivement, en fin de période d'investissement. Je pensais plutôt à d'autres fonds qui sont des fonds fiscaux dans lesquels on a des contraintes fiscales de devoir investir avant le 31 décembre. Voilà. Ça, c'est de l'argent qui, effectivement, est, entre guillemets, plus facile parce que la contrainte fiscale est tellement forte qu'on doit investir. Oui. Et du coup, en fait, ces dirigeants vont avoir une belle valorisation, mais pas la relation humaine et la relation de proximité que toi, tu prônes dans ton fonctionnement. En tout cas, c'est un risque. Si tu avais un conseil à donner au jeune Valérie d'il y a 25 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire par rapport à son métier, la manière de le faire et naturellement la gouvernance ? Ce que je peux dire, ce que je dis quand on me demande des conseils auprès de jeunes investisseurs, c'est pas un métier dans lequel il faut rentrer trop tôt. Et moi, quand on a beaucoup de stagiaires venant de grandes écoles, que ce soit d'ingénieurs ou de commerce, je leur dis faites éventuellement 1 ou 2 stages dans le private equity, dans le capital investissement, mais ne rentrez pas maintenant dans cette industrie-là. Allez dans l'industrie, et il y a plein de types d'industries, et puis revenez dans 10 ans, dans 15 ans, avec une vision de la réalité de ce qu'est le business. Et vous ferez un très bon investisseur. Et pour finir, Valérie, quel est ton rituel d'administrateur avant un conseil ? Que fais-tu ? Je bosse les docs reçus. Donc, c'est-à-dire, je passe des heures à essayer de bien comprendre les informations que le dirigeant nous propose, ses recommandations. Je passe du temps à creuser les sujets stratégiques, ça veut dire faire de la recherche en amont, sur Internet, se documenter sur des nouveaux sujets, sur des nouveaux partenaires qui apparaissent, que souvent on ne connaît pas, notamment sur des géographies plus lointaines, en Asie du Sud-Est ou en Asie, on ne connaît pas naturellement tous les acteurs. Donc beaucoup de temps en amont pour lire et arriver en ayant autant que possible un peu digéré le contenu des documents. Ça, c'est la clé pour avoir une discussion dépassionnée et constructive. Merci infiniment Valérie pour cet échange, pour ce partage sur le métier d'investisseur dans le capital risque. Je pense qu'on aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce podcast et n'oublie pas de prendre le pain pour ce soir.